Ma femme infidèle m'a retrouvé 2 ans plus tard, avec une nouvelle qui aurait pu détruire un homme moins organisé que moi. Elle pensait encore savoir sur quel bouton appuyer. Elle avait juste oublié que ce bouton n'existait plus. Et quand j'ai ouvert la porte ce jour-là, avec son ventre rond, sous un manteau beige hors de prix, et son air de tragédie de supermarché bio, j'ai compris que le passé avait décidé de faire une dernière tentative. Sauf que cette fois, c'est moi qui tenais la fin de l'histoire. Mais pour comprendre pourquoi je ne l'ai même pas laissé entrer, il faut revenir au soir où tout s'est fissuré. Un mardi banal, de ceux qui sentent le café réchauffé, le métro en retard, et les conversations WhatsApp sans intérêt. À l'époque, j'habitais avec Adrienne, dans le 6e arrondissement de Lyon, dans un appartement correct, trop cher pour ce que c'était, avec un syndic inutile et des voisins convaincus que leur réunion de copropriété méritait une palme à Cannes. On avait une vie qu'on aurait pu qualifier de normale si on était du genre à mentir joliment. Adrienne travaillait dans un cabinet d'esthétique haut de gamme, près des Brotteaux. Moi, je gérais la partie financière d'une petite boîte, dans l'événementiel. Rien de glorieux, rien de honteux non plus. Et au milieu de tout ça, il y avait Dylan, son fils, 9 ans à l'époque, pas mon fils biologiquement, mais le genre d'enfant qui vous tend une boîte de céréales à 7 heures du matin en disant « Tiens, j'ai gardé les croustillantes pour toi », et sans prévenir, vous voilà père dans les faits, ce qui est de loin la version la plus sérieuse du métier. Je l'emmenais à l'école. Je connaissais le prénom de son instituteur. Je savais qu'il détestait la purée en cantine, mais acceptait miraculeusement celle du bistrot d'à côté. Je l'aidais pour ses devoirs. Je connaissais sa respiration quand il s'endormait sur le canapé devant un dessin animé. J'avais appris ces silences aussi, les vrais, ceux qui veulent dire « Reste là ». Alors oui, j'aimais Adrienne, ou du moins j'aimais l'idée que je me faisais d'elle. Mais Dylan, lui, c'était concret, un attachement sans théâtre, sans mise en scène, quelque chose de solide dans un monde qui adore le décor. Le soir où j'ai surpris Adrienne, j'étais passé prendre 2 cafés et une part de flan dans une boulangerie encore ouverte, juste pour lui faire plaisir. Un geste banal, presque idiot, le genre de détail qu'on regrette quand on découvre ce qu'il achetait vraiment. Le cabinet fermait tard ce jour-là. Elle m'avait écrit « Grosse journée, client relou, je rentre après 20 heures ». J'avais répondu avec l'assurance imbécile des maris tranquilles. « Je passe te déposer un café. Courage ». Avec un petit emoji ridicule qui mériterait à lui seul l'annulation immédiate de toute dignité masculine. J'ai poussé la porte de service parce que l'accueil était déjà fermé. Je connaissais les lieux, l'odeur aussi. Un mélange de cire, de serviettes propres et de parfums trop chers. J'ai d'abord entendu un rire. Le sien. Pas celui qu'elle avait avec ses amis, ni celui qu'elle réservait aux voisins quand elle voulait paraître aimable. Non. Un rire plus bas, plus glissant, puis une voix d'homme. Ensuite le silence rapide de ceux qui comprennent qu'ils ne sont plus seuls. Je me suis avancé, gobelet brûlant dans les mains, et je les ai vus dans une salle de soins entr'ouverte, Adrienne contre le plan de travail, sa blouse défaite, un homme en chemise, la cinquantaine soignée, montre suisse, alliance au doigt, donc un client fidèle au sens le plus offensant du terme. Personne n'a crié. C'est ça qui m'a frappé. Dans les films, on jette des objets, on hurle, on gifle. Dans la vraie vie, on devient d'abord extrêmement calme, dangereusement calme. J'ai posé les cafés sur une étagère, comme si j'étais là pour une livraison. L'homme a reculé d'un pas. Adrienne a blêmi, puis elle a dit « Chase, je peux t'expliquer. » Et j'ai eu cette pensée absurde, évidemment. Vous avez toujours une explication. Jamais une surprise. Jamais un bug moral spontané. Toujours un dossier prêt. Elle a tiré sur sa blouse, essayé de reprendre un visage humain. Moi, j'ai regardé le flanc, encore intact dans son sachet, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'élégant dans le ridicule. J'ai demandé « C'est ton client relou ?» Alors, l'homme a marmonné quelque chose comme « Je crois que je devrais partir ». Ce à quoi j'ai répondu « Pour une fois dans cette pièce, vous avez une excellente intuition. » Adrienne m'a suivi jusqu'au couloir en répétant mon prénom, avec cette voix étranglée
qu'elle utilisait déjà quand elle recevait une facture imprévue. Chase. Attends. S'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. La phrase officielle des gens pris en flagrant délit de faire exactement ce qu'on croit. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et j'ai senti quelque chose se détacher à l'intérieur. Pas mon amour. Ça, c'est trop lyrique. Plutôt l'effort que je faisais, depuis des années, pour croire à notre version du bonheur. J'ai demandé depuis combien de temps. Elle a secoué la tête, pleuré presque aussitôt. Mauvaise tactique. Les larmes si rapides sentent toujours la répétition. Elle a dit « C'était idiot. Ça ne veut rien dire. » J'ai répondu « Ça veut toujours dire quelque chose. Au minimum que je suis marié à une femme qui me prend pour un imbécile. » Puis j'ai ajouté la seule question qui comptait vraiment. Dylan sait quelque chose. Son visage a changé net. Non. Bien sûr que non. Et là, malgré le dégoût, malgré la scène, malgré l'envie très saine de disparaître immédiatement, une seule certitude s'est imposée. Mon problème principal n'était pas le mariage. C'était l'enfant à la maison. Celui qui m'attendait pour finir une maquette de volcan en carton sur la table du salon. Celui qui risquait de payer pour les choix lamentables des adultes. Adrienne continuait de parler, de promettre, de jurer que c'était la première fois. Et je la regardais comme on regarde un commercial trop insistant, en sachant déjà qu'on n'achètera rien. Ce soir-là, je n'ai pas hurlé. Je n'ai rien cassé. Je suis rentré. J'ai aidé Dylan à peindre sa lave en rouge trop vif. J'ai souri quand il a dit que mon volcan ressemblait à une poubelle en colère. Puis, quand il est allé se coucher, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à préparer ma sortie. Proprement, méthodiquement, sans drame, parce que quand un mensonge tombe, le vrai luxe n'est pas de se venger, c'est de ne plus jamais dépendre de celui qui l'a raconté. Le lendemain matin, Adrienne a préparé du café, comme si la cafetière pouvait servir de médiatrice conjugale. Elle avait cette manière exaspérante de remettre du rouge à lèvres pour gérer une catastrophe. Comme d'autres ouvrent un tableur. Avec méthode et déni, Dylan tartinait sa confiture en racontant qu'un garçon de sa classe avait mis de la colle dans sa trousse. Et moi, je hochais la tête avec une attention presque chirurgicale, parce que dans certaines guerres, la seule élégance possible consiste à protéger les enfants du bruit des adultes. Adrienne tentait d'attraper mon regard. Je lui offrais poliment le profil gauche, celui qui signifie « Vous n'êtes plus dans la réunion ». Quand Dylan est parti à l'école, cartable sur le dos et lacet défait, elle a fermé la porte, puis elle s'est retournée vers moi, avec ses mains jointes. Posture de sainte en dépôt de bilan. « Chase, écoute-moi, je t'en prie. C'était une erreur. Une seule. J'étais perdu, fatigué. Je me suis senti presque insulté par la paresse du script. Perdu, fatigué. Il ne manquait plus que je ne savais plus où j'en étais. J'ai pris ma tasse. Je me suis assis. Et j'ai dit « Tu vas parler ? Je vais écouter. Ensuite, je déciderai. » Elle a lancé sa version avec une rapidité de vendeur de fenêtres. Le client la draguait depuis des semaines. Elle avait cédé bêtement. Elle regrettait déjà. Elle m'aimait. Elle ne voulait pas casser notre famille. Le mot famille m'a donné envie de rire. Mais un rire sec, administratif, celui qu'on réserve aux courriers de relance absurdes. J'ai demandé son nom. Elle a refusé. J'ai redemandé. Elle a fini par souffler. Marc Delorme, chirurgien dentiste, marié, 2 enfants. Très bien. Une banalité sur pattes, avec une montre trop chère. J'ai hoché la tête. Puis je lui ai posé la seule question utile. « Tu me jures que c'était la première fois ?» Elle a soutenu mon regard. 1 seconde de trop. Vous savez, cette seconde qui ne trompe personne, sauf ceux qui ont envie d'être trompés. « Oui », a-t-elle dit enfin. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris que le mariage ne survivrait pas. Pas à cause du sexe, pas à cause de l'humiliation, mais à cause de ce réflexe intact de mentir encore, alors qu'elle baignait déjà dedans, jusqu'au cou. J'ai pris ma veste. Elle m'a demandé où j'allais. J'ai répondu « Travailler ». Quelqu'un dans cette maison doit encore le faire sérieusement. Au bureau, je n'ai parlé à personne. J'ai fermé la porte vitrée. J'ai annulé 2 rendez-vous.
Puis, j'ai appelé un conseiller financier, que m'avait recommandé un ancien collègue. Un type discret, précis, de ceux qui parlent d'actifs, comme d'autres parlent de météo. À 15 heures, j'étais assis dans son cabinet. Moquette, gris triste, plante agonisante, vue sur le Rhône. Je lui ai expliqué que je voulais sécuriser ma situation avant une séparation probable, sans mouvement brutal, sans erreur émotionnelle. Il n'a pas levé un sourcil. Merci à tous les gens qui ont vu pire. Il m'a demandé les comptes communs, les crédits, les assurances-vie, les bénéficiaires, les placements. J'ai répondu avec une netteté qui m'a surpris moi-même, comme si mon cerveau attendait ce moment depuis longtemps en costume repassé. Il m'a conseillé d'ouvrir immédiatement un compte personnel dans une autre banque, de rediriger une partie de mes revenus légitimes, de faire un inventaire précis de tous les actifs et de conserver chaque document, y compris les échanges écrits. J'ai presque eu envie de l'embrasser, mais je venais déjà de voir assez de scènes déplacées pour la semaine. Ensuite, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce, recommandé par le même genre d'homme calme que personne n'invite à dîner, mais qu'on remercie en silence. Lorsqu'un mariage prend feu, rendez-vous obtenu pour le jeudi. Entre-temps, j'ai fait quelque chose qui m'a coûté beaucoup plus qu'ouvrir un compte ou classer des relevés. Je suis allé chercher Dylan à l'école seul. Il m'a raconté sa journée dans la voiture, son contrôle de maths, son copain Yanis qui triche comme un amateur, et son envie d'avoir un hamster. Proposition indécente dans un appartement lyonnais de 80 mètres carrés, déjà occupé par 2 adultes fatigués et un enfant trop lucide. On s'est arrêté prendre un goûter dans une boulangerie. Il a choisi un pain au chocolat, ce qui relance chaque fois une guerre civile sémantique inutile. Il a mordu dedans, puis il m'a regardé avec une prudence qui ne lui ressemblait pas. « Ça va, toi ?» m'a-t-il demandé. « Les enfants sentent les fissures avant les architectes. » J'ai pris le temps de répondre. « Oui et non. C'est compliqué entre ta mère et moi en ce moment. Mais je veux que tu saches quelque chose de simple. Très simple. Quoi qu'il arrive, tu n'as rien fait de mal. Rien du tout. » Il a baissé les yeux vers son sachet en papier. Puis il a demandé « Vous allez vous séparer. La franchise des enfants est une lame propre. » J'ai dit « Je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer. Mais même si des choses changent, ce que je ressens pour toi ne changera pas. Jamais. » Il a relevé la tête, avec cette gravité qui ne devrait pas exister à son âge. « Tu resteras mon Chase. » Alors, j'ai souri malgré moi. Ce n'était pas le titre le plus glorieux du monde, mais il valait toutes les médailles administratives de la République. Oui, j'ai dit, je resterai ton Chase, le soir. Adrienne essayait de jouer la normalité avec une application obscène. Elle avait fait des pâtes, mis de la musique, rangé le salon, décor de sitcom en fin de saison. Après le dîner, elle a tenté de me rejoindre sur le balcon. J'ai coupé court. Je ne discuterai pas sans avocat. Elle a cligné des yeux, comme si je venais de parler finnois. Sans avocat. Chase, arrête, on n'en est pas là. Si, ai-je répondu. Toi, tu ne le savais juste pas encore. Elle a pleuré de nouveau, avec plus de débit que de profondeur. Puis elle a lâché une phrase qui aurait pu me faire douter si je n'avais pas déjà vu ses mains sur un autre homme. Tu détruis notre famille pour une erreur. J'ai répondu. Non, Adrienne. Je prends juste acte de la manière dont tu l'as détruite avant moi. Le jeudi, l'avocat, Maître Vernet, costume bleu nuit, regard de radiologue social, a écouté mon récit sans m'interrompre. Puis, il a posé une question simple. Avez-vous des preuves d'une liaison durable ? J'ai répondu. Non. Seulement ce que j'ai vu. Il a joint les doigts et m'a dit, dans ce cas, n'agissez pas encore. Documentez, sécurisez, observez. Et surtout, ne la prévenez de rien. J'ai demandé jusqu'où il fallait aller. Il a dit « Suffisamment pour que plus personne ne puisse réécrire l'histoire devant un juge. » C'est ce jour-là que j'ai engagé un détective privé, un ancien gendarme de Villeurbanne, reconverti dans les vérités payantes, moustache impeccable, diction de percepteur. Il s'appelait Lenoir, ce qui était à la fois son nom et son ambiance. Dans le petit bureau qu'il louait derrière une agence immobilière, il m'a dit « Les gens infidèles ont 2 défauts.
monsieur. Ils se croient originaux et ils deviennent paresseux. Donnez-moi ses horaires, ses habitudes, sa voiture, ses réseaux, et laissez le médiocre travailler pour nous. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Et en rentrant chez moi ce soir-là, en passant devant les vitrines éclairées, les cafés pleins, les couples qui se disputaient pour des choses encore réparables, j'ai compris que j'étais entré dans une zone étrange, où chaque geste devait paraître normal, alors que tout était déjà terminé. Et le plus terrible, c'est que pendant que je préparais ma sortie, Adrienne, elle, continuait à croire qu'elle aurait encore le temps d'inventer une version acceptable de sa trahison. Elle ne savait pas que la semaine suivante, le noir allait m'apporter bien plus qu'un adultère. Il allait m'apporter une collection complète. Et avec elle, la dernière parcelle de doute que j'avais encore décidé de lui laisser, le noir m'a appelé un lundi à 7h12. À cette heure-là, en général, on apprend soit un décès, soit une fuite d'eau. Dans mon cas, c'était plus français. Un dossier relié proprement sur la faillite morale de mon épouse. Il m'a donné rendez-vous dans un café près de la Pardieu. Un endroit triste où même les croissants semblaient sous antidépresseurs. Il est arrivé avec une pochette Kraft, l'air d'un homme qui apporte des résultats d'analyse, sauf que le cancer, cette fois, portait du parfum, et mes initiales sur un contrat de mariage. Il a posé le dossier sur la table et m'a dit « Votre femme n'a pas un amant. Elle a une organisation. » J'ai ouvert. D'abord, il y avait Marc Delorme, le dentiste, photo datée, message, réservation d'hôtel en journée. Ensuite un agent immobilier de Caluire, puis un commercial de Grenoble, marié lui aussi. Décidément l'adultère adore les gens qui portent des mocassins chers et des excuses médiocres. Et ce n'était pas une parenthèse sur quelques jours, ça courait sur des mois, avec des chevauchements, des mensonges logistiques, des rendez-vous pendant de prétendus séminaires, des notes d'hôtel passées sur un compte professionnel du cabinet. J'ai tourné les pages sans rien dire. J'étais trop calme pour être encore triste. Il y a un moment où la douleur devient comptable. On ne souffre plus. On dresse l'inventaire. Le noir a ajouté une clé USB. Copies de messages, photos, géolocalisation. Il avait même trouvé un échange vocal où Adrienne riait, en disant que, avec moi au moins, la maison tenait debout et les factures étaient payées. J'ai écouté ça une fois, une seule. C'était suffisant. Quand on devient le sponsor officiel de sa propre humiliation, il vaut mieux arrêter l'abonnement. Je suis allé directement chez Maître Vernet. Il a parcouru le dossier avec ce demi-sourire réservé aux preuves solides. Cette fois, il n'a pas dit « documentez ». Il a dit « agissez ». Nous avons préparé la demande de divorce. Séparez les comptes selon ce qui était légalement défendable. Sécurisez mes relevés, mes contrats, mes parts. Puis il m'a demandé s'il y avait un enfant. J'ai répondu « oui ». Et c'est là que ça devient compliqué. J'ai expliqué pour Dylan que je l'élevais depuis des années, que je n'étais pas son père biologique, mais que j'étais celui qui connaissait son allergie aux noisettes, ses cauchemars récurrents et le nom de son doudou quand il avait 5 ans. Vernet a baissé la voix. En droit. Votre position est fragile. Humainement, elle est évidente. Phrase magnifique pour dire « Vous avez raison, mais presque aucun levier. » Alors, j'ai créé le seul levier que personne ne pourrait m'enlever. J'ai pris rendez-vous avec un notaire et j'ai ouvert un trust fund pour Dylan. Pas gigantesque, mais propre. Alimenté régulièrement. Bloqué pour ses études ou son démarrage dans la vie. Je voulais qu'au milieu des ruines, il reste au moins une preuve matérielle que quelqu'un l'avait aimé sans calcul. Le soir même, j'ai parlé à Dylan. Pas de la trahison, pas des détails. Un enfant n'a pas apporté les déchets sentimentaux des adultes. Je lui ai dit simplement que j'allais partir vivre ailleurs, que ce n'était pas à cause de lui, jamais à cause de lui. Il m'a regardé comme s'il essayait de rester grand d'un coup. Il a demandé « Est-ce que maman a encore menti ?» J'ai eu un silence. Puis j'ai répondu « Oui ». Il a hoché la tête, pas surpris. Ce qui m'a serré le cœur bien plus que n'importe quelle photo. Alors je lui ai tendu une enveloppe. Dedans, il y avait une carte bancaire à autorisation limitée, liée à un petit compte pour ses dépenses, un numéro, une adresse mail et une lettre pour plus tard. Il a demandé « Tu reviendras ?» J'ai dit « Pour toi. Toujours. Pour le reste. » Non.
Quand Adrienne a reçu les papiers, elle a enfin cessé de jouer la femme blessée pour redevenir ce qu'elle était au fond, une stratège vexée. Elle a crié, pleuré, nié l'évidence, m'a traité de monstre froid. Ce qui m'a paru flatteur venant d'une femme qui avait fait de la double vie un artisanat. Elle a tenté la dernière carte. Si tu pars, Dylan va te détester. J'ai répondu, non, il détestera surtout qu'on l'ait pris pour un idiot trop longtemps. J'ai fait ma valise le lendemain. Peu de choses. Des chemises, des dossiers, quelques livres. Ma dignité voyage léger quand elle n'est plus traînée dans la boue. Avant de fermer la porte, j'ai regardé une dernière fois le salon, le canapé, les jouets oubliés, la maquette de volcan encore sur une étagère, ridicule et magnifique. Puis je suis parti sans scène, sans voisin au Judas, sans casserole dramatique, juste avec cette certitude nette. Lyon n'était plus une ville, c'était un décor contaminé. Et quelques semaines plus tard, après le jugement provisoire, j'acceptais une opportunité professionnelle à Bordeaux. Je changeais de vie, de rythme, de ciel, en laissant derrière moi une femme qui croyait encore qu'on peut tromper longtemps sans finir par vivre seule avec ses propres mensonges. Sauf que l'histoire n'en avait pas fini avec moi. Ni elle, ni le passé, ni la manière la plus cruelle qu'il avait trouvée pour revenir frapper à ma porte. Bordeaux m'a accueilli comme savent le faire les villes qui n'ont rien à prouver. Avec de la pluie fine, des loyers absurdes et cette élégance un peu distante qui vous laisse respirer sans vous demander votre passé. Au début, j'ai pris un 2 pièces près des Chartrons. J'ai travaillé comme un homme qui préfère les tableaux Excel aux souvenirs. Puis, j'ai monté ma propre structure de conseil financier pour petites entreprises. Rien de spectaculaire au départ, juste moi, un ordinateur, 3 clients sérieux et une haine très rentable du désordre administratif. Ça a grandi vite. Les gens font plus facilement confiance à un homme calme qu'à un homme brillant. Surtout quand le calme a été payé cher. Je parlais encore à Dylan, discrètement. Jamais contre sa mère. Toujours pour lui. Anniversaire, bulletin, petite victoire de collège, un tournoi d'échecs, une côte fêlée à vélo, un exposé raté sur Molière. Il m'écrivait parfois des messages très courts. Mais vrai, tu me manques. Ou j'ai eu 15 en maths. Je répondais toujours. J'étais devenu ce genre de présence. Pas quotidienne, mais fiable. Ce qui vaut mieux que beaucoup de parenté officielle. Puis j'ai rencontré Claire. Lors d'un rendez-vous client qui aurait dû être ennuyeux et qui a eu la bonne idée de ne pas l'être, elle gérait une maison d'édition juridique, portait des manteaux bleu marine comme on porte une opinion, et n'avait aucune patience pour les gens qui se racontent des légendes. Au 3e dîner, elle m'a dit « Tu donnes l'impression d'avoir déjà survécu à quelque chose de parfaitement vulgaire. » J'ai su que j'allais rester. Avec elle, il n'y avait ni théâtre, ni réparation miraculeuse. Juste de la paix. Et c'était beaucoup plus rare. 2 ans après mon départ, un samedi de novembre, on a sonné chez moi vers 18h. J'ai ouvert. Et Adrienne était là, enceinte, manteau beige, bouche tremblante, même mise en scène que dans mon souvenir, mais avec moins de lumière et plus de fatigue. Pendant 1 seconde, j'ai presque admiré sa constance esthétique. Chase. Il faut qu'on parle. J'ai regardé son ventre, puis son visage, et j'ai su que le passé venait faire une dernière tentative de recouvrement. Elle a commencé tout de suite, voix basse, yeux humides. Elle était dans une situation terrible. L'homme concerné l'avait abandonnée. Elle n'avait plus de marge, plus de solution. Elle avait pensé à moi parce que, je cite, « J'ai toujours été le seul homme stable de sa vie. » Phrase charmante, proche de « Tu étais mon meilleur mobilier émotionnel. » Puis elle a lâché ce qu'elle croyait être sa carte maîtresse. « Il y a une chance que ce bébé soit de toi. » Je n'ai même pas cligné des yeux. Il y a des mensonges qui arrivent si tard qu'ils ratent leur entrée. Claire s'était arrêtée dans le couloir derrière moi, silencieuse. Adrienne l'a vue et a compris aussitôt que le décor avait changé sans elle. Elle a tenté de pleurer davantage. Erreur classique. J'ai dit « Non, il n'y a aucune chance. Et même si tu voulais me vendre cette version, tu as oublié un détail. Je garde tout. » Je suis allé chercher la vieille pochette grise, rangée dans mon bureau. Photos, messages, dates,
rapport de Lenoir, chronologie complète de ses liaisons. Je l'ai posé sur la console près de l'entrée. Ton grand talent, Adrienne, c'était de croire que les autres oublient ce qu'ils ont eu la décence de ne pas hurler. Elle a changé de ton d'un coup. La détresse s'est retirée. La colère a pris la place. Tu me dois au moins un peu d'aide. Après tout ce qu'on a vécu, j'ai presque souri. Ce nous avait vraiment des exigences budgétaires remarquables. J'ai répondu « Non, je ne te dois rien. Sauf peut-être de te rappeler que tu as brûlé toi-même tout ce qui pouvait ressembler à un recours moral. » Elle a essayé une dernière menace. Les tribunaux peuvent décider autrement. J'ai ouvert la porte plus grand. Alors fais-les travailler. Au moins quelqu'un sera occupé grâce à toi. Elle est partie blême, vexée, dangereuse. Et 3 semaines plus tard, comme annoncé, j'ai reçu une assignation. Là encore, elle me sous-estimait. Le test a été ordonné. Le résultat est tombé net. Je n'étais pas le père. L'affaire a été classée. Adrienne a disparu une seconde fois, mais cette fois sans mystère, simplement vaincue par les faits. Je croyais alors que le dossier était enfin clos. Je me trompais seulement sur une chose. La véritable fin n'allait pas venir d'elle. Elle allait revenir des années plus tard, sous la forme d'un jeune homme qui me connaissait encore par cœur. Les années ont passé avec cette politesse étrange du temps. Il ne répare rien. Il éloigne seulement les débris jusqu'à ce qu'on cesse de se couper dessus tous les matins. Mon cabinet avait grandi. Claire partageait ma vie avec cette intelligence tranquille qui ne demande ni spectacle, ni serment inutile. J'avais appris à ne plus regarder derrière moi, comme on vérifie une porte mal fermée. De Dylan, j'avais des nouvelles rares, puis presque plus rien. L'adolescence est un pays où même l'affection voyage sans réseau. Je respectais la distance. J'envoyais parfois un message pour son anniversaire, un virement sur le fonds prévu pour lui, une ligne simple. Je suis là, toujours, puis un soir de septembre, bien plus tard, alors que je fermais le bureau, ma secrétaire m'a dit « Il y a quelqu'un pour vous ». Il n'a pas voulu laisser son nom. Je suis sorti, et je l'ai vu, grand, épaules plus larges que dans mon souvenir, un visage d'homme, avec encore quelque chose du garçon qui mangeait les céréales croustillantes avant moi. Dylan, pendant 1 seconde. Ni lui, ni moi n'avons bougé. Il y a des retrouvailles qui n'ont pas besoin de cinéma, seulement d'air pour tenir debout. Puis il a souri, un peu de travers, exactement comme avant, et il a dit « Salut, Chase ». J'ai répondu « Salut, toi ». On est allé marcher jusqu'au quai. Il parlait calmement, avec cette précision des gens qui ont eu le temps de refaire le puzzle sans se mentir. Il m'a raconté la suite, les hommes de passage, les déménagements, l'instabilité, les versions changeantes de l'histoire, puis le jour où il avait tout compris, vraiment. En tombant sur de vieux mails et sur une colère de sa mère qui confirmait plus de choses qu'elle n'en cachait, il m'a dit « Pendant longtemps, j'ai cru que tu étais parti parce que tu ne voulais plus de nous. Après, j'ai compris que tu étais parti parce que tu refusais de vivre dans un mensonge. J'ai encaissé ça en silence. Parce que certaines phrases arrivent des années trop tard et tombent quand même au bon endroit. » Ensuite, il a sorti une vieille enveloppe de son sac, froissée au coin. C'était la lettre que je lui avais laissée avant de partir. Il a dit « Je l'ai lue à 18 ans. Pas avant. J'avais peur. » Puis il a ajouté « Merci. Pour l'argent. Oui. Pour les études aussi. Mais surtout pour le reste. Pour ne jamais m'avoir fait sentir que j'étais un dommage collatéral. » J'ai regardé la Garonne, très occupé à faire semblant d'être éternel. Et j'ai senti quelque chose se dénouer enfin. Pas la douleur. Elle était vieille. Plutôt la dernière injustice restait coincée. Je lui ai dit que je n'avais jamais cessé de le considérer comme mon fils, dans tout ce qui compte. Il a eu un rire bref. Alors on va éviter le pathos. Mais oui, moi aussi. On a dîné ensemble ce soir-là, puis encore le mois suivant, puis régulièrement, sans rattraper le temps, ce qui est impossible, mais en construisant autre chose, plus adulte, plus vrai. Adrienne, elle, était devenue un bruit lointain. Une note de bas de page dans une vie qui ne lui appartenait plus. Et c'est ainsi que l'histoire s'est terminée. Pas avec un tribunal, pas avec une vengeance brillante, pas avec une chute dramatique sur le perron, mais avec un jeune homme qui m'a retrouvé de lui-même et m'a rendu ce qu'on m'avait arraché.
La certitude que l'amour donné proprement, sans calcul, sans biologie, sans contrat, peut survivre même aux pires mains qui ont essayé de le salir. Et ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai compris que pour la première fois depuis des années, le passé n'était plus derrière la porte. Il était enfin dehors, et il pouvait bien sonner autant qu'il voulait. Personne n'allait lui ouvrir. The exact same case. Well, I gotta go. You enjoy discovering this part of yourself in Jeff's elbow. Oros, I hope you're feeling better. I know you were pretty poorly recently. Look after yourself. Bye, Oros. Good song, by the way. Oh, there's an AI overview. Would we like an AI overview of ventriloquism kinks? The way that this chat has turned. While primarily a form of comedic performance art, has elements that are sometimes explored through a psychological, theatrical, or in niche context, a subcultural kink lens. This usually centers on themes of control, submission, and subversion of personality. Steve Paul Jr. is my dad, and Steve Paul Sr. my grandfather, and I'm Steve F. But why is your username Steve Jr.? Are you on your dad's account? I can't even imagine how this works. Well, let me tell you, Dot. Ventriloquism is inherently about control. The performer controls the dummy. Some performers use this to explore darker, obscene, or highly inappropriate thoughts by blaming them on the puppet. Sit on my hand and I'll make you. Okay, guys, can we stop making the fisting jokes, everyone? It's only 5 p.m. Human ventriloquism is a specific... Oh, okay, that's different. Okay, I'll change my Tinder. In memory of my father who died. Oh, I'm sorry. Okay, that's not funny. I'm sorry. Oh, that's sweet. I'm glad that we got there. I think there's maybe in future, Steve, there's maybe like a more efficient way we can go about explaining that. But I'm glad we got there together. I didn't even get to start. The relationship between a ventriloquist and their dummy can be interpreted as a form of split personality or a way to externalize repressed subconscious or naughty desires. I thought it was Fisting Friday. Theatrical themes that some performers, such as Nina Conti, intentionally lean into the creepy or dirty aspects of the art, often engaging in sexual innuendo or intimate scenarios, e.g. her monkey puppet or her dolly mixtures show. I'm scared as to what the monkey puppet is scary. Historically, ventriloquism was associated with the occult. What now? And belly speaking. Giving it its... What's belly speaking? Hi, my name is... Hand. What's it? Hand. Hi, my name is Hand. And I think you should give... It's really hard. Holly, 10 gifted subs. Subs. How do you do sub? Big up, Nath. Thank you for the follow. Welcome in. Hello. Are you any good at ventriloquism, Nath? Is it? That's what I was wondering. Hi, my name is The Hand, and is that where you follow and make a mouth of your gut? Is it really? Sud? Yeah, welcome. Welcome in, Nath. It's nice to meet you. Try this again. Hi, my name is The Hand, and I think you should give Holocol lots of suds. Gifted suds. No! Just got here! Holy shit! Witchcraft. I'm good at this though. Wait, you're actually you're good at subbing. Thank you so much, Nate. That is very kind. Welcome in. We just met you. Your ventriloquism isn't bad. Thank you so much. It's because I have split personalities. Sorry, Frank. Dot, thank you so much for the 10 subs. Oh my god, Dot, you didn't even sub yourself. Thank you for Prime. Guys, you can Prime subs, thank you.
Thank you guys. Thank you for clipping that, everyone. I'm glad we have that as clips. New fetish unlocked. I came from Insta, did you really? What reel brought you in here, Nath? Thank you so much for the prime. That means the world. Okay, Dot, thank you so much for gifting us up too. Danny the Viper, Freddie Naplus, Margot, Bando, Moth, Elks, Ambiguous Noodle, KTB, and Jim. Jim got one. Fake friend. Dot, thank you so much for the prime. What month was that? 3 months. And Nate